Le 16 décembre 2025, une poussière rouge scelle la rupture à Yimdi. Ibrahim Traoré inaugure 332 2 km financés par l'or national, sans prêt ni condition, comme la première vertèbre d'une Afrique qui trace ses lignes. Mais une route accélère les échanges et ouvre aussi un couloir stratégique. Qui le contrôle et à quel prix ? Alors ce pari bâtit-il la prospérité ou expose-t-il un axe vital au choc du Sahel ? La promesse de cette séquence tient en une idée simple. Derrière un chantier routier, une architecture complète se met en place où économie, sécurité et pouvoir politique avancent au même rythme. Le bénéfice pour le public est concret. Comprendre l'enchaînement réel sans slogan. Dans ce récit, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso n'est pas présenté comme un confort logistique, mais comme un test de souveraineté mesurable. S'il réussit, il prouve qu'un État peut financer, construire et maintenir une infrastructure lourde sans dépendre de conditions extérieures. S'il échoue, il transforme un corridor en vulnérabilité coûteuse et laisse l'adversité choisir le terrain. Le cœur de l'enjeu se joue donc sur deux lignes de fracture. La capacité de financement interne et la capacité de verrouillage sécuritaire. Ce double pari oblige à regarder la route comme une artère économique, mais aussi comme un dispositif qui restructure frontières, ciel et présence de l'État. Et c'est précisément là que la trajectoire d'Ibrahim Traoré devient lisible, car chaque kilomètre construit devient un vote de confiance ou un procès en crédibilité. En moins de 2 semaines, 3 décisions s'emboîtent, autour de 332 km. Ibrahim Traoré ne parle pas d'un simple ruban d'asphalte. Il décrit un système. Route plus bouclier, économie plus sécurité, calendrier plus pouvoir. Le point de départ est une inauguration à Yimdi le 16 décembre 2025. Présentée comme une rupture, 332 km financés par des ressources internes sans prêt assorti de conditions. Dans la narration officielle, cette route ne sert pas seulement à relier deux villes, elle sert à prouver qu'un État peut décider, payer, exécuter et assumer en pleine lumière. C'est là que la question ouverte en début de récit se referme. Un corridor n'est pas neutre, il devient un espace à gouverner, donc à protéger. Le deuxième mouvement précède le symbole public. Le 14 décembre 2025, l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques transfère explicitement la maîtrise d'ouvrage aux acteurs nationaux et au génie militaire. Autrement dit, la souveraineté n'est plus seulement un discours, elle se matérialise dans la chaîne de décision, dans les responsabilités et dans la difficulté de revenir en arrière sans coup politique. Le troisième mouvement élargit l'échelle. Le 20 décembre 2025 à Bamako, l'annonce d'une force unifiée de 5000 hommes, portée par l'Alliance des États du Sahel, est présentée comme la continuité logique, l'asphalte comme artère, la force commune comme bouclier. Le rythme compte autant que le contenu. En quelques jours, les annonces BAMAN se répondent, réduisant l'espace laissé aux oppositions pour isoler un seul point de friction. Sur le terrain, prenons un exemple concret. Sur le terrain, un ingénieur local et une équipe du génie ne commentent pas la géopolitique. Ils comptent les tronçons, gèrent la pression des délais et savent que chaque ralentissement devient un verdict public. La stratégie se lie alors dans le quotidien, pas dans les tribunes. Sur le terrain, la stratégie cesse d'être une formule pour devenir une série de rôles très concrets. Le pouvoir ne parle plus seulement de kilomètres, il met en avant des visages capables de transformer une vision politique en délai tenable et en qualité visible. Ingénieurs locaux, chefs de chantier issus du génie militaire et entrepreneurs burkinabés apparaissent comme les premiers médiateurs de cette architecture intégrée parce que ce sont eux qui supportent immédiatement le poids des décisions prises au sommet. Leur mission dépasse l'exécution technique. La décision de réserver les chantiers aux entreprises nationales raccourcit certains circuits administratifs, limite les intermédiaires et transfère la responsabilité directe des retards ou des défauts vers l'appareil local. Cela crée un gain de vitesse mais aussi une exposition accrue. Chaque tronçon achevé devient une preuve et chaque ralentissement devient un argument pour les critiques. Dans cette configuration, le chantier fonctionne comme un baromètre permanent de crédibilité. L'effet précoce se lie aussi dans la manière dont les frontières entre développement civil et impératif militaire se brouillent,
En plaçant l'armée au cœur de l'ingénierie et de la protection des axes, la coordination entre ministères et état-major s'accélère tout en rendant la route indissociable d'une posture de fermeté. Le signal envoyé à l'extérieur est double: crédibilité parce que le financement annoncé se veut autonome, défi parce que la logique habituelle des partenariats conditionnés est explicitement contournée. La conséquence immédiate, avant même l'achèvement, est donc organisationnelle et politique. La route n'est plus un dossier, elle devient un engagement mesurable, surveillé et interprété. Et c'est précisément ce qui rend l'enjeu simple à formuler. Tout se joue dans l'exécution, pas dans l'intention. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou, Bobo, Dioulasso existait surtout comme une intention, un dossier technique, une promesse régulièrement évoquée. Puis reporté, faute de financement clair et de consensus. Après le 14 décembre 2025, il devient une séquence verrouillée, une suite de décisions qui se répondent et qui rendent le retour en arrière coûteux. D'abord, l'interdiction faite aux entreprises étrangères sur les chantiers routiers stratégiques. Le 14 décembre 2025, Ibrahim Traoré officialise l'exclusion et transfère la maîtrise d'ouvrage aux acteurs nationaux et au génie militaire. Ce n'est pas un détail administratif, c'est un changement de chaîne de commandement. Les circuits se raccourcissent, la responsabilité se concentre. Les retards ne peuvent de plus être imputés à des partenaires extérieurs. Les critiques, elles, gagnent une cible immédiate, la capacité locale. Ensuite, la scène publique. Le 16 décembre 2025, à Yimdi, la poussière rouge, les machines et le ruban inaugurent un fait visible, une autoroute intérieure de 332 km, financée par des ressources internes, sans prêt à condition, présentée comme la première vertèbre d'une Afrique qui trace ses propres lignes. La route sort du papier, elle devient un chantier irréversible, elle devient aussi un corridor à défendre, parce qu'un axe qui accélère les échanges accélère aussi les menaces et simplifie parfois leur trajectoire. Puis, la justification sécuritaire devient structure. Ibrahim Traoré relie explicitement la construction à la nécessité de la protéger. Il introduit l'idée d'un bouclier intégré. Une infrastructure sans défense coordonnée n'est pas seulement vulnérable, elle peut devenir une cible structurante. Cette articulation change le registre. La route n'est plus un bien public neutre, mais un actif stratégique au même titre qu'une installation vitale. Enfin, l'échelle régionale s'ouvre d'un coup. Le 20 décembre 2025 à Bamako, l'annonce d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, forte de 5000 hommes, est présentée comme le prolongement naturel du chantier. L'asphalte comme artère, la force commune comme bouclier. L'intention affichée est opérationnelle: sécuriser les axes vitaux, protéger les installations stratégiques, coordonner le commandement, partager le renseignement. Le message est clair, ce qui est construit doit être tenu. La force de cette séquence tient moins à chacun des gestes qu'à leur rythme. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes s'enchaînent. La route appelle l'interdiction. L'interdiction appelle la justification sécuritaire. La justification sécuritaire appelle la force commune. Ce montage rapide réduit les marges de manœuvre pour une contestation qui aurait le temps de se cristalliser sur un seul point. Il empêche aussi un recul discret, parce que chaque étape rend la suivante logique, presque inévitable dans le cadre du discours officiel. Les premières répliques apparaissent immédiatement. À l'intérieur, administration et entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle avec des attentes élevées de délai et de qualité. À l'extérieur, partenaires et voisins observent une inflexion. Les projets ne sont plus présentés comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Le discours change de registre, de la demande vers l'affirmation, et Ibrahim Traoré accepte cette exposition, parce qu'elle transforme chaque kilomètre en indicateur politique permanent. La route devient alors plus qu'un chantier, elle devient un test de financement, un test de coordination, un test de durabilité. Et la question n'est plus seulement peut-on construire, mais peut-on tenir, protéger et maintenir, sous contrainte dans le temps. En 2025, la production d'or augmente de 58%, et l'État affirme pouvoir financer autrement. Cette hausse sert de base budgétaire, sans prêt conditionné extérieur. Le pouvoir présente cette progression
comme le premier maillon d'une chaîne autosuffisante. Dans ce cadre, la ressource minière cesse d'être décrite comme un simple flux d'exportation. Elle devient un levier de politique publique capable d'alimenter une infrastructure lourde, puis de soutenir la posture de sécurité qui doit protéger cette infrastructure. La logique n'est pas d'impressionner par une accumulation de chiffres, mais de déplacer le débat vers la faisabilité en donnant au public des ordres de grandeur discutables, donc vérifiables. Un deuxième repère apparaît. La production franchit 70 tonnes selon la narration officielle. Le seuil matérialise un changement d'échelle et renforce l'argument d'autonomie. Ce chiffre est utilisé pour ancrer un récit de rupture. L'or national financerait un projet national exécuté par des acteurs nationaux. La cohérence voulue est simple. Si la route est payée par des ressources internes, alors les mécanismes de dépendance financière perdent leur levier principal. C'est aussi une manière d'anticiper les critiques. Toute contestation ne peut plus seulement viser l'intention politique, elle doit interroger la capacité à maintenir la trajectoire si les conditions se durcissent ou si les recettes ralentissent. Un troisième repère suit, une enveloppe de 200 milliards de francs CFA est annoncée pour 2026. Le montant transforme la promesse en engagement budgétaire contrôlable dans le temps. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette enveloppe pour faire de la route un test mesurable. Elle existe ou elle n'existe pas, indépendamment d'un décaissement externe attendu. L'idée est de rendre l'échec difficile à masquer et le succès difficile à nier, parce que l'avancement devient un indicateur politique permanent. Dans ce cadre, le chantier n'est plus un dossier parmi d'autres, il devient un marqueur de crédibilité, suivi à travers les coûts, les délais et la qualité. Cette mise en chiffres a une fonction supplémentaire. Elle lie des domaines souvent séparés. L'or soutiendrait l'infrastructure structurerait la circulation, et la circulation exigerait une protection coordonnée. Pris isolément, chaque élément reste contestable. Assemblés, ils forment une chaîne logique que le pouvoir présente comme cohérente et donc défendable. Le raisonnement cherche à prouver qu'un État peut choisir un axe, l'assumer et construire autour de lui une architecture intégrée plutôt que de disperser les priorités. Cependant, cette cohérence crée aussi un nouveau type de vulnérabilité. Plus la chaîne est resserrée, plus chaque variation future sera lue comme un verdict. Si les revenus miniers se contractent, si les coûts dérapent ou si les incidents sécuritaires se multiplient, le système ne peut pas se réfugier derrière des compartiments étanches. C'est précisément ce que la stratégie revendique. Une lecture unifiée, mais donc une exposition unifiée. Ibrahim Traoré accepte ce pari, parce qu'il transforme la souveraineté en processus observable, mais il accepte aussi que chaque chiffre devienne un point de contrôle, et non un simple symbole. Les critiques les plus solides ne contestent pas l'idée de souveraineté, mais sa capacité à tenir sous contrainte. Un premier argument revient souvent, la viabilité budgétaire. Selon cette lecture, financer simultanément une grande infrastructure, une montée en puissance sécuritaire et un programme industriel fait peser une tension excessive sur les finances publiques. Le modèle présenté comme autofinancé dépend fortement des revenus miniers, donc d'une variable instable. Si les prix internationaux baissent ou si les recettes se contractent, le risque est de devoir ralentir brutalement les chantiers, d'étirer les délais, puis de transformer une démonstration de force en gestion d'urgence. Dans ce cadre, l'engagement public devient un piège. Plus la promesse est visible, plus la correction de trajectoire ressemble à un recul. Un deuxième argument est avancé, la vulnérabilité sécuritaire du corridor. Regrouper des moyens militaires autour d'axes économiques majeurs peut, selon certains observateurs, créer une cible plus lisible. Un corridor stratégique attire l'attention. Il concentre des flux, des symboles et des ressources. L'annonce d'une force multinationale de 5000 hommes est jugée politiquement forte, mais potentiellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. Le doute porte sur l'écart entre l'ambition intégrée et les réalités du terrain. Sécuriser un axe ne suffit pas si la pression se déplace, si les attaques contournent ou si la protection devient essentiellement réactive. Ces objections méritent d'être prises au sérieux parce qu'elles touchent aux fragilités classiques des stratégies accélérées, dépendance à une rente, exposition d'infrastructures et coût de maintien dans le temps.
mais la réponse officielle se déploie sur un autre registre. Pour Ibrahim Traoré, l'alternative n'est pas entre dépendance confortable et sécurité parfaite. Elle se situe entre vulnérabilité passive et risque assumé. La logique consiste à concentrer les ressources sur des axes précis pour gagner en lisibilité stratégique, réduire la dispersion des dépenses et rendre les choix mesurables plutôt que diffus. Sur le budget, l'argument est celui de l'intégration verticale. L'or n'est plus décrit comme une devise, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives. Sur la sécurité, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Une force unifiée, un commandement clair et un accès partagé aux renseignements seraient plus efficaces que des dispositifs fragmentés. Le pouvoir n'affirme pas que le risque disparaît, mais que la capacité de réponse devient plus rapide et plus prévisible. Le débat se resserre alors sur une seule question. Cette cohérence peut-elle durer avant que ces coûts n'en révèlent les limites ? Tout change, la route devient un dispositif. À ce stade, l'axe routier n'est plus seulement une infrastructure ambitieuse et la force commune n'est plus seulement une réponse sécuritaire classique. La stratégie se révèle plus profonde parce qu'elle synchronise circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir. L'autoroute devient une logique de déploiement, de surveillance et de coordination autant qu'un gain de mobilité. Ce basculement modifie la lecture des annonces précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères ne vise pas uniquement l'autonomie économique. Elle vise la maîtrise complète d'un système où chaque composant, du chantier à la sécurité, reste sous contrôle national ou régional. La force multinationale n'est alors plus un ajout tardif. Elle apparaît comme une pièce intégrée dès l'origine, pensée pour protéger un corridor qui concentre des ressources, des flux et des symboles. À partir de là, la question n'est plus « la route sera-t-elle construite ?» Elle devient « que produit un État lorsqu'il conçoit infrastructure et sécurité comme une seule architecture ?» Cette révélation change aussi la nature du pari. L'enjeu n'est pas seulement d'avancer vite, mais de tenir un équilibre durable, visible et donc jugé en permanence. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. L'axe routier devient un centre de gravité. En reliant financement, ingénierie et sécurité dans un même cadre, le pouvoir central gagne en visibilité stratégique et en capacité de pilotage. Les décisions budgétaires, autrefois dispersées entre priorités concurrentes, se trouvent alignées autour d'un corridor clairement identifié, mesurable et politiquement chargé. L'autoroute de 332 km n'est donc pas seulement une dépense, elle devient un indicateur permanent parce qu'elle oblige à arbitrer, à rendre des comptes et à maintenir une discipline d'exécution. Ibrahim Traoré transforme ce corridor en tableau de bord. Chaque variation future de coût, de délai ou d'incident sera lue comme une confirmation ou une infirmation de la trajectoire. Pour les entreprises et acteurs économiques locaux, l'effet est immédiat mais ambivalent. L'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit. Des entrepreneurs nationaux, des bureaux d'ingénierie et des équipes de chantier se retrouvent au cœur d'un projet d'envergure. Cela crée des opportunités de contrats, de montée en compétences et de consolidation de filières locales. Mais la visibilité politique augmente aussi la pression sur la qualité et les délais. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs et la réussite ne peut plus être relativisée. Dans cette configuration, la souveraineté économique cesse d'être un slogan et devient une obligation opérationnelle. Tenir des standards, livrer des tronçons et assumer publiquement les écarts. Pour les citoyens, l'impact se joue à la fois dans le quotidien et dans le registre symbolique. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement, une meilleure circulation des biens et une action publique plus visible. À moyen terme, la présence renforcée des forces de sécurité le long des axes modifie la perception de l'État. Il peut apparaître moins lointain, plus présent, capable d'assurer continuité et protection. Mais cette évolution nourrit aussi des attentes élevées. Si la route est présentée comme un pivot, alors les retards, les incidents et les arbitrages budgétaires deviennent des sujets de débat national.
L'effet psychologique est donc double. Espoir de mobilité plus prévisible, mais vigilance accrue face à la promesse d'un corridor sécurisé qui doit rester un espace civil autant qu'un axe stratégique. Pour la région, enfin, la conséquence dépasse les frontières nationales. L'annonce d'une force unifiée de 5000 hommes et la logique artère plus bouclier installent un précédent. Les axes économiques stratégiques sont présentés comme devant être protégés par une coordination régionale sans passer par des cadres dominés par l'extérieur. Ce positionnement modifie les rapports de force. Il substitue à la logique de dépendance une logique de bloc solidaire tout en exposant la stratégie à un test public. Si la chaîne tient, le modèle paraît reproductible. Si elle se fragilise, le corridor devient la preuve visible d'une ambition trop tendue. Ibrahim Traoré place ainsi le pays dans une zone où l'exécution comptera autant que l'intention, parce que les résultats seront comparés, discutés et interprétés comme un signal pour l'ensemble du Sahel. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, non comme des prédictions, mais comme un éventail conditionné par l'exécution. Le scénario de base repose sur une continuité sans rupture majeure. L'axe avance par tronçon, la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors et les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans cette configuration, l'État consolide une crédibilité opérationnelle progressive. Moins de déclarations, plus de livrables. L'attention se déplace vers la maintenance, la gouvernance quotidienne et la capacité à absorber les frictions sans transformer chaque ajustement en crise politique. Un scénario plus favorable apparaît si plusieurs leviers s'alignent simultanément. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, ce qui permet de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force multinationale améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques et renforçant la confiance des acteurs économiques locaux. Dans ce cas, l'infrastructure cesse d'être un symbole pour devenir un multiplicateur. Circulation accrue des biens, investissements nationaux plus visibles, perception régionale d'un modèle plus cohérent. Si ce schéma se produit, la souveraineté affichée gagne en légitimité pratique parce qu'elle s'appuie sur des preuves répétées plutôt que sur un moment inaugural. A l'inverse, le scénario le plus fragile repose sur une accumulation de frictions. Une baisse des revenus attendus, des retards techniques ou des incidents sécuritaires ciblés peuvent fragiliser la chaîne logique qui relie financement, protection et développement. Le corridor devient alors un point de tension permanent, exigeant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et la stratégie intégrée risque de se transformer en une suite de défense réactive. Dans ce cas, le danger principal n'est pas l'échec total, mais l'érosion progressive de la crédibilité. Chaque correction est perçue comme un recul, et chaque retard comme une mise en doute de la cohérence initiale. Une recommandation de méthode se dégage, quelle que soit la trajectoire, traiter l'axe et la sécurité comme des actifs à rendement différé. Si les seuils de décision restent lisibles et si les ajustements sont sobres et réversibles, alors la trajectoire peut être corrigée sans renier l'objectif central. Si, au contraire, les choix deviennent opaques, l'arbitrage se politise et la chaîne se fragmente. Et c'est là que la question ouverte revient, sans emphase, faut-il accélérer pour imposer le fait accompli ou consolider pour absorber les chocs? Pour les citoyens urbains et périurbains, l'enjeu est la traduction concrète des annonces. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une mobilité plus prévisible. Mais cette promesse ne tient que si la sécurité reste suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Dans la vie quotidienne, la question est simple. Les déplacements gagnent-ils en continuité ou deviennent-ils plus tendus parce que l'axe est traité d'abord comme un espace stratégique? Pour les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs et entrepreneurs de taille moyenne, l'enjeu est plus direct, l'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles mais impose une montée en compétences rapide. Obtenir un contrat n'est qu'un début, il faut tenir des standards techniques, gérer des délais sous forte visibilité politique et absorber les exigences de contrôle.
Dans ce cadre, la route devient un révélateur. Elle distingue les capacités durables des effets d'annonce et redéfinit ce que l'on attend du secteur privé local quand il devient l'outil d'une stratégie nationale. Pour les observateurs régionaux et la diaspora, le projet sert de test grandeur nature sur la possibilité d'un modèle moins dépendant des financements conditionnés. Il est scruté pour ses résultats, mais aussi pour sa méthode. Articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. La question dépasse le cas burkinabé. Elle alimente un débat plus large sur la souveraineté économique et sur la capacité des États à assumer des choix coûteux sans appui extérieur dominant. Ce regard extérieur n'est pas seulement critique ou admiratif, il est comparatif, parce qu'il cherche des enseignements reproductibles. 2 repères simples peuvent aider le public à suivre ces évolutions sans se perdre dans les slogans. D'abord, observer les indicateurs concrets plutôt que les discours, l'avancement réel, la continuité d'usage civil, la régularité des coûts et des délais. Ensuite, distinguer les symboles fondateurs des mécanismes de gestion quotidienne, car ce sont ces derniers qui conditionnent la durabilité. Une route peut être inaugurée en un jour, mais elle ne devient une transformation que si elle est entretenue, gouvernée et protégée sans basculer dans la tension permanente. Pour transformer une promesse politique en processus mesurable, la feuille de route doit clarifier qui décide, qui exécute, qui contrôle et comment l'ensemble se corrige sans se renier. Pour commencer, verrouiller la gouvernance du corridor. Le pouvoir central fixe des priorités explicites, publie un calendrier par tronçon et identifie les responsables de chaque segment afin d'éviter la dilution des responsabilités qui fragilise souvent les grands projets. Ibrahim Traoré insiste sur cette clarté parce qu'elle rend l'exécution lisible et réduit la tentation de déplacer la faute. Ensuite, synchroniser sécurité et économie à partir des flux réels. Les unités dédiées à la protection des axes sont positionnées en fonction des usages civils et des nœuds logistiques, et non d'un simple découpage administratif. L'objectif est double, garantir la continuité de circulation et conserver une capacité de réaction rapide. Dans cette logique, la sécurité n'est pas pensée comme une tension permanente, mais comme une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor, afin que l'axe reste un espace de mobilité, pas un couloir anxiogène. Puis, rendre le financement traçable. Les recettes issues des ressources minières sont affectées selon des règles explicites avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cela permet de ralentir, d'accélérer ou de reprioriser sans casser la cohérence d'ensemble. Dans la foulée, investir en parallèle dans la montée en compétences. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires devient une priorité associée au chantier lui-même, car la maintenance future conditionne la durabilité autant que la construction. Enfin, instaurer une évaluation continue. Quelques indicateurs simples, usage, sécurité, coût, délai, servent de base à des ajustements réguliers pour apprendre sans rompre. Cette méthode ne garantit pas le succès, mais elle crée un cadre où les progrès et les faiblesses peuvent être discutés sans caricature, précisément parce qu'ils sont observables. Sur le même chantier évoqué plus tôt, la poussière rouge n'a rien d'un symbole abstrait, elle colle aux bottes, aux machines et aux agendas. Les ingénieurs locaux et les équipes du génie parlent moins de rupture idéologique que de responsabilité nouvelle. Chaque tronçon posé engage leur crédibilité face à l'État, mais aussi devant les communautés qui longent l'axe et attendent des résultats tangibles. Le projet cesse alors d'être une annonce spectaculaire. Il devient un travail quotidien, visible, parfois fragile, où la constance compte plus que l'élan. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient avec un poids particulier. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que route, sécurité et économie soient dans un, jugés ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition personnelle transforme l'infrastructure en engagement durable, difficile à diluer avec le temps. Le rappel au motif initial est clair. Bâtir par ses propres moyens n'est pas seulement une affirmation de souveraineté, c'est une mise à l'épreuve collective. Une phrase suffit pour résumer ce tournant. La cohérence fera foi. À ce stade, le projet porté par Ibrahim Traoré ne demande ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Il invite à une lecture attentive parce qu'il associe des symboles puissants, route, sécurité, souveraineté,
à des mécanismes concrets que l'on peut observer et discuter. Une infrastructure peut unir ou diviser. Une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter selon la manière dont elle est gouvernée. Et c'est dans ces nuances, plus que dans les slogans, que se construit la crédibilité durable d'un État. La question de fond reste ouverte, et elle dépasse le seul Burkina Faso. Jusqu'où un pays peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges de manœuvre? Et inversement, à partir de quel point la dépendance devient-elle un risque plus grand que l'audace? Suivre cette expérience, comparer ses résultats et en tirer des leçons est déjà une forme de participation éclairée. Si cette analyse vous a été utile, dites simplement quel angle vous intéresse le plus. L'exécution du chantier, la logique budgétaire ou la dimension sécuritaire. Et si vous souhaitez prolonger la discussion, une question mérite d'être posée sans polémique. Qu'est-ce qui, pour vous, prouve vraiment la souveraineté? L'intention annoncée ou la capacité à tenir dans le temps?